Donc merci Simon, d'être là aujourd'hui. Le but de ce webinaire, c'est que tu puisses, échanger avec les personnes qui ont contribué à ton financement et potentiellement, juste, expliquer, ce que tu fais sur ta ferme et que voilà, s'il y a des gens qui n'ont pas encore investi, qu'ils sachent concrètement, à quoi peut servir leur épargne. Donc je vais te laisser tout simplement te présenter et nous dire un petit peu en quelques mots ton parcours, et ce qui t'a amené à créer ce projet. Bonjour à tous, excusez-moi du petit désagrément de connexion. Euh, moi c'est Simon, je me suis installé on va dire début mai 2023 à Ménil, dans le sud Mayenne. Mon parcours d'installation, j'ai toujours voulu être agriculteur. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça, depuis que je suis à l'école collégien, au lycée. Mes parents, j'ai eu des bons résultats au lycée, donc ils m'ont poussé à faire S. Et puis après, j'ai fait un DUT agronomie et puis une licence pro en agriculture durable. Et j'ai fait des stages dans la recherche à l'INRA. J'étais intéressé pour continuer, faire un master, pourquoi pas, aller un peu plus loin dans la recherche. Et les stages que j'ai fait à l'INRA m'ont un petit peu vacciné des études et puis de la recherche parce que j'y ai pas trouvé mon compte. J'ai pas trouvé le rapport que je cherchais par rapport à l'agriculture. Je trouvais que c'était très déconnecté, c'était beaucoup de recherche de financement. En fait, la recherche de financement, il faut savoir qu'à l'INRA, les financements, ils sont en partie privés. Il y a une partie publique, mais il y a une grosse partie privée. Et du coup, un gros boulot pour les directeurs des unités de recherche, c'est de chercher des financements. Donc, ils orientent les recherches là où ils savent qu'ils vont trouver des mécènes, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas forcément des études qui sont en rapport avec les besoins réels euh, et qui répondent aux problématiques de l'agriculture. Donc, plutôt que de continuer les études, j'ai décidé de voyager. J'ai voyagé pendant 7 ans par intermittence. Donc, je suis parti avec, enfin, pas grand-chose. Au début, je partais tout seul, sans beaucoup d'argent, parce que je voulais vraiment apprendre à rencontrer les gens sans avoir de béquilles, enfin cette béquille, on va dire. Je partais en stop, et j'essayais de travailler dans des fermes à l'étranger, dans tous les pays que je traversais. Et j'ai toujours réussi à trouver des super endroits où atterrir. Je restais des fois 2 semaines, un mois, 2 mois. Ça dépendait de comment je me sentais et de comment j'étais accueilli, etc. Et j'ai arrêté de voyager en 2019. Et quand je suis revenu de voyage, mon oncle a annoncé qu'il prenait sa retraite. Donc mon oncle, il est exploitant sur une ferme familiale qui est juste à côté de la ferme que j'ai reprise, sur la même commune. Donc il a des terres familiales qui sont dans la famille depuis mon grand-père, depuis mes grands-parents. Et donc ça a été un peu un signe. Moi, je me posais des questions de savoir est-ce que j'allais continuer à voyager ou pas. Et puis là, comme j'avais cette envie de m'installer, mon oncle annonce sa retraite pour juillet 2022. On était en 2019-2020, début 2020. Et du coup, j'ai pris la décision d'arrêter de voyager, de m'installer. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu parce que mon oncle, ça a fait ressortir des histoires de famille qui ne me regardaient pas vraiment, mais j'ai un peu cristallisé beaucoup de choses en allant voir mon oncle et en voulant parler avec lui de transmission. Et donc, il n'a pas pris sa retraite pour m'empêcher de m'installer. Et en parallèle, j'ai essayé de monter un collectif, un projet collectif, donc avec 6 personnes. On a travaillé pendant 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, à construire une ferme collective diversifiée. Et au début, c'était justement dans l'optique de reprendre les terres de mon oncle. Finalement, on voyait bien que ça allait pas le faire, donc on a trouvé la ferme où je suis installé actuellement, qui s'appelle la Coutemilière, avec 22 hectares de noisetiers. C'est une ferme de 50 hectares. Et pour des raisons d'entente, on n'a pas continué ensemble à reprendre
pour la reprise de cette ferme et j'ai continué tout seul dans un projet d'installation en individuel. Et donc, je me suis installé en 2023. Donc, entre le début des réflexions d'installation et l'installation réelle, il y a eu plus de 4 ans, 4 ans et demi. OK. Voilà. OK. Ouais, du coup, on voit que même, avant la problématique de financement, il y a aussi la problématique, humaine et même si on est issu d'une famille, d'agriculteurs, enfin comme toi, c'est pas forcément sûr qu'on puisse avoir une ferme aussi, avec les histoires de famille et comme tu dis, on sait jamais ce qui se cache dessous, voilà. Ouais, bah en fait, enfin, on entend parler d'histoires de famille comme ça sur le foncier. Le foncier, c'est un milieu qui a tendance à beaucoup tendre les relations entre les humains. Et donc, on entend des histoires de famille de jeunes qui n'ont pas pu s'installer à cause de leurs parents, des fois, ou de leurs oncles, de leurs grands-parents. Mmh. Et, euh, et là, on s'y attend jamais, en fait. On pense pas que ça va nous arriver à nous quand ça arrive. Voilà. Donc, c'était une grosse surprise. Ça a mis une sale ambiance. Enfin, mon oncle s'est isolé d'une bonne partie de la famille en faisant ça. OK. Mais ça met pas une très bonne ambiance en général parce que du coup, mes grands-parents qui avaient transmis la ferme à mon oncle, ils étaient contents que moi je puisse reprendre. Il y a une partie des terres qui a mes grands-parents. Et en fait, voilà, bah, du coup, mon grand-père, lui, ça lui brise le cœur que mon oncle ne veuille pas que je reprenne. Parce que, enfin, s'il y avait quelqu'un, si mon oncle avait quelqu'un, un jeune qui voulait reprendre à sa suite, bah, pourquoi pas, j'aurais peut-être laissé la place plus facilement. Ouais, je comprends Mais là, et du du coup, il y a personne, il a personne en face, quoi. Donc, si c'est pas moi, ce sera quelqu'un qui a déjà plusieurs centaines d'hectares. Donc voilà. OK, c'est Bref, dommage, c'est ouais. pas le sujet aujourd'hui. J'ai réussi à m'installer sur une autre ferme Et ça, c'est qui est très juste bien, à mais côté. du coup, il y avait juste Aurélien qui disait par rapport à ton parcours à l'INRA, est-ce que toi, aujourd'hui, tu collabores avec les unités de recherche, en tant qu'agriculteur et ou non, pas forcément? Non, non, pas Non, encore. OK. Alors après, j'ai l'idée de pourquoi pas leur demander de faire de la recherche sur la noisette bio, parce il y en a pas beaucoup actuellement de fait. Et OK. comme j'ai une ferme qui est assez grande, enfin j'ai une surface en noisetier qui est assez grande, potentiellement ça pourrait se faire. Après, en fait, la recherche en noisettes bio, aujourd'hui, elle a été commanditée principalement par la coopérative Unicoque. OK. Euh, donc aujourd'hui, les noisettes de la ferme, elles sont vendues à cette coopérative, mais plus pour longtemps. Le but, c'est de faire de la transformation à la ferme. Et en fait, cette coopérative-là, elle a toujours fait croire à ses agriculteurs que le bio, c'était impossible. Et donc, comme c'est une coopérative qui avait le monopole, c'est elle qui demandait, qui faisait des demandes de financement pour de la recherche. Donc, il n'y a pas eu de recherche dans ce sens-là. Donc, en 2023, la recherche bio en France, elle est encore quasiment nulle, quoi. OK, bah, c'est hyper intéressant, en fait, parce que moi, je connaissais pas du tout, bah, justement ce mode de la recherche, enfin, ce parallèle, que tu viens de faire, donc c'est intéressant et est-ce que tu peux justement présenter ta ferme, dire les différents ateliers que tu as repris et peut-être, comment tu l'as trouvé et cetera? Alors, moi, j'ai grandi juste à côté de cette ferme-là. C'est mon terroir ici. Et, et donc, j'ai grandi sur une ferme qui a été reprise par mon oncle, mais mon père habite toujours dans la maison d'habitation de cette ferme-là, qui est à 400 mètres d'ici. Donc, je connaissais là avant que ce soit des noisetiers. L'avant-dernier propriétaire, c'était un éleveur bovin. Il faisait de l'engraissement, il faisait de la vache allaitante. OK. Donc, c'était que des prairies, cette ferme. Et en 2008-2009, il y a un monsieur qui est arrivé du sud de la France. Il était producteur de prunes et de noisettes dans le sud de la France, dans le Lot-et-Garonne. Et il est arrivé ici. Lui, il avait pris sa retraite, donc il a monté une entreprise, une SCEA avec ses enfants. Et c'est lui qui travaillait, mais c'était géré par ses enfants en SCEA. Et il a planté 22 hectares de noisetiers. Il avait 75 ans. OK. Voilà, donc un sacré bonhomme. On s'est posé beaucoup de questions dans le coin quand il est arrivé, de dire mais il est fou de faire ça à 75 ans. Enfin, quand même, ça a Oui, fait sachant que jaser c
Sachant que ses enfants n'allaient pas forcément reprendre, derrière Non, aussi. bah, apparemment, au début, il avait fait ça pour ses enfants, mais du coup, ses enfants ne voulaient pas forcément ça. Et du coup, ouais, nous, dans le coin, bah, c'est une terre d'élevage, de grande culture. Et puis les noisetiers, on connaissait pas du tout. Il y a un peu d'autres arbres fruitiers comme des pommiers, des poiriers, ce genre de choses. Mais alors, noisetier, c'était quelque chose. On, on- on- on mange des noisettes dans beaucoup de produits, mais on se disait que, enfin, même en tant qu'agriculteur, moi, je m'étais jamais dit, il y a des champs de noisetiers, en fait. En fait, c'est logique qu'il y en ait, vu qu'on en consomme. Oui, c'est vrai. Et du coup, voilà, c'était complètement nouveau. Et, euh, et j'ai travaillé, moi, en revenant de voyage, donc en 2019, j'ai fait la saison de récolte. Pendant 2 mois, j'ai travaillé à la récolte sur cette ferme, donc je la connaissais déjà encore un peu plus. Euh, et ensuite, on a une relation pour reprendre cette ferme avec notre cédant, Monsieur Bourguignon, quand on était en collectif, que moi j'ai continué en tant que repreneur individuel quand notre collectif a cessé d'être. Et voilà, donc comment j'ai trouvé. C'était quoi la question? Excuse-moi, je Non, parle mais dans le. comment tu l'avais trouvé? Et comment, du coup, maintenant, Oui. quels ateliers tu as? Donc, tu as les Ah oui, noisettes voilà, la et tu as présentation. Ouais. d'autres ateliers, du coup? Donc la ferme fait 50 hectares. Il y Mm. a 22 hectares de noisetiers, une grosse vingtaine d'hectares de prairies, 5 hectares de bois endémique et une zone humide avec un plan d'eau d'irrigation d'environ 1 hectare, plus les bâtiments d'irrigation et un grand jardin, ça fait à peu près les 50 hectares. Ok. Et aujourd'hui, donc fait- on produit des noisettes qui sont cette année vendues à la coopérative, mais je ne reprends pas le contrat de la coopérative. Le but, c'est comme j'ai dit avant, de tout transformer à la ferme, donc de mettre en place un atelier de transformation à partir courant 2024 pour pouvoir transformer la prochaine récolte. Et sur les prairies, je fais de l'engraissement de bœuf. Donc Ok. c'est une filière qui est assez intéressante. C'est du bœuf de race jersiaise. La jersiaise, c'est une race laitière de petite taille. Et en France, on a une tradition, enfin une culture pour la viande bovine, d'avoir des gros animaux pour avoir des grosses carcasses et des gros morceaux. Ce qui ne veut pas dire de la viande de qualité. Et historiquement, les mâles jersiais étaient tués à la naissance parce qu'il n'y a pas de filière de valorisation en France. Donc on fait du lait, c'est un peu comme les canetons, là. L'histoire des canards, des canettes pour le foie gras, on ne les valorise pas, donc elles sont broyées. Voilà. Et donc du coup, donc pour les Jersiais, là, c'est une entreprise qui est locale, qui est à Angers. Donc moi, je suis dans le sud de Mayenne, je suis pas du tout très loin d'Angers. Et, euh, et eux, ils mettent en place une filière pour récupérer 1000 bœufs Jersiais. Donc ils arrivent à convaincre les agriculteurs qui produisent du lait d'élever les veaux jusqu'au sevrage. Et ensuite, ils ont des engraisseurs, donc tels que moi, qui engraissent les veaux jusqu'à ce qu'ils soient bons à abattre. Et c'est une viande de qualité supérieure, en fait. Cette boucherie-là, cette boîte angevine, JA Gastronomie, ils font que de la viande de qualité supérieure pour des traiteurs et des grands restaurants. Ok. Et ils se retrouvent dans la qualité du bœuf jersey. C'est pas des morceaux qui font des tailles classiques, mais en termes de qualité et de goût, c'est souvent meilleur que beaucoup d'autres viandes. Ok. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler des jersiaises plutôt pour le lait que pour la viande en général. Oui. Ouais. Ok. Et donc ça, et sur les ateliers, l'atelier de transformation, tu vas faire des huiles Ah et oui, donc, d'autres choses. dans le principal produit, ce sera de la noisette décortiquée, Ok. donc noisette décortiquée crue et grillée. Ensuite, on va faire de la noisette concassée, de la farine de noisette, de la noisette criblée à certains diamètres, parce qu'il y a des entreprises, des transformateurs qui demandent pour des préparations, des gâteaux, des chocolats, d'avoir certaines tailles de morceaux de noisette. Et on va faire de l'huile et de la farine. Ok. Il y a Voilà. Aurélien Donc qui que des demande du lait, produits au début. du lait de noisette.
Euh, je suis pas très fan de lait végétal en général, mais après, voilà. S'il y a une demande. S'il y a une demande, pourquoi pas. Moi, pour l'instant, en tout cas, les premières années, je vais faire des choses qui demandent très peu de recettes, enfin, que ce sera que du réglage machine, parce que la transformation n'existe pas sur la ferme aujourd'hui, donc il faut être aussi réaliste, il faut faire des choses simples, il faut y aller progressivement. Peut-être d'ici quelques années, quand on sera en vitesse de croisière et que économiquement ça sera solide, on pourra faire des pâtes de noisettes, du pralin, de la noisettine, enfin un peu tout ce qu'on peut faire avec de la noisette. Mais aujourd'hui, voilà. Pour l'instant, je reste sur des choses simples. Voilà. Après, le lait végétal, je sais pas si on, je connais pas je connais pas la façon de faire pour le lait en céréales. On broie des céréales dans de l'eau et c'est très dur après de récupérer les coproduits parce qu'il faut les ressécher, etc. Et donc, si on doit faire du lait végétal pour ne pas pouvoir récupérer les coproduits qui sont avec, je ne sais pas si, en termes écologiques, c'est très bien, en fait. Enfin, il y a beaucoup de choses Ok. qui Ok. sont à voir, quoi. C'est pas... Ouais, en tout cas, si tu en fais un jour, il y a Aurélien qui, Oui, oui, qui sera j'ai client. vu, ouais. Et du coup, Lisa qui demandait justement quel type de machine. Tu as dit que tu allais le faire au fur et à mesure. Est-ce que Ouais. il y a un coût, je suppose aussi. Ouais. Quel type de Bah, machine tu vas utiliser pour ça? c'est un gros investissement. Le plus gros investissement, c'est la chaîne de tri et de stabilisation de la noisette. La noisette, pour qu'on puisse la conserver dans de bonnes conditions, il faut déjà qu'on trie parce que quand on ramasse au sol, donc on ramasse des feuilles, on ramasse des branches, il y a un peu de terre, il y a des choses qui sont humides, donc il faut qu'on trie la plupart des impuretés. Il y a aussi des cailloux. Ensuite, on doit sécher la noisette pour qu'elle arrive à un certain pourcentage d'humidité, moins de 10%, 7% en général. Et quand elle est en dessous du pourcentage requis, on peut la conserver pendant au moins un an. Et du coup, on peut faire la transformation au fur et à mesure des commandes. Et c'est des grosses machines qui représentent un gros pourcentage de l'investissement de l'investissement pour la transformation. Ensuite, la transformation en elle-même, bah, les noisettes décortiquées, il faudra des casseuses, il faudra une calibreuse, mais ça représente quand même un investissement moindre par rapport à des séchoirs et une chaîne de tri complète j'avais chiffré, en neuf, c'est à 120 000 euros. Ah oui. Ok. Voilà. Et après, bah, ce sera des fours pour griller les noisettes. Je m'étais renseigné sur les coûts des torréfacteurs et du coup, on fera de la noisette grillée au four parce que les torréfacteurs, c'est juste pas possible d'en avoir un personnellement, c'est trop cher. Ok. Après, j'ai fait des essais de noisettes grillées au four, c'est très bon. Et sinon, les presses, il y a des presses. Ce sera une presse à fruits, donc une presse à pommes modifiée, dont on va en fait restreindre le diamètre pour que le vérin puisse appliquer plus de pression qu'une presse à pomme, parce que la noisette demande plus de pression. Ce qui est intéressant avec la presse à pomme, c'est que ça fait pas chauffer les noisettes. En fait, on presse lentement et l'huile a beaucoup d'endroits pour s'évacuer. Donc, il y a beaucoup moins de risque de chauffe sur l'huile. Parce que l'huile de noisette, si elle passe au-dessus de 40 degrés, elle commence à rancir et elle perd de sa qualité. Donc, il faut faire attention au type de presse utilisée, quoi. Ok. Et du coup, donc là, tout à l'heure, tu as dit que sur le circuit de commercialisation, tu allais sortir de la coopérative. Quel circuit tu vas mettre en place pour ces nouveaux produits transformés Alors, du coup, 22 hectares de noisettes, ça représente un potentiel en conventionnel de 60 tonnes de production. Et moi, en passant en bio, de façon prudente, je divise par deux et donc je pars sur une production de 30 tonnes annuellement, même un peu moins dans mes chiffrages, mais j'ai été très prudent. Et là, je pense qu'objectivement, ce sera une moyenne de 30 tonnes annuelles, euh, ce qui fait quand même une grosse production. Et donc, je vendrai principalement à des magasins qui font du vrac en noisettes décortiquées bio,
parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais j'ai converti la ferme à l'agriculture biologique dès mon installation. Donc, tout ce qui est colonne en vrac de chez Biocoop, dans certains autres magasins, certaines autres chaînes de magasins qui font aussi des colonnes en vrac bio. Euh, et aussi des transformateurs locaux, donc certains en Mayenne, d'autres un peu plus loin, mais ça restera dans le nord-ouest de la France. Voilà. OK. Et après, un peu de vente directe, mais je sais que je n'écoulerai pas mon volume en vente directe de toute façon. Donc voilà. Oui, Je, ça j'ai ça déjà, c'est vas-y. j'ai déjà, enfin, j'ai déjà des futurs clients. J'ai fait un bon travail de prospection, notamment pour mon étude de marché, puis pour avoir l'emprunt, parce que la banque me demandait donc, des lettres d'intention commerciale. C'est pas des engagements commerciaux, mais ça montrait qu'en fait, il y avait des entreprises qui étaient intéressées par des noisettes bio. Et du coup, j'ai réussi à avoir des lettres d'intention commerciale et à garantir largement ma production rien qu'en Pays de la Loire, en fait. OK. Ouais, donc ça mais en plus, tu restes en circuit court, enfin local, quoi? Ouais, c'est ça. Bah, l'idéal, ce serait de faire tout ça dans un rayon de moins de 150 km à vol d'oiseau. Le maximum, après, ouais, faut aussi pas se mettre Oui, de frein. Enfin, si j'y arrive, c'est bien, sinon, j'irai plus loin. oui et puis, après, ça peut évoluer, enfin, voilà, tu peux les Oui, premières années, voilà, ça peut c'est normal et du coup, là, tu parlais du financement du Crédit Agricole. Est-ce que tu peux, bah, préciser comment ça s'est passé pour toi, la recherche de financement? Donc FEV, t'a accompagné avec la foncière, mais est-ce que tu peux dire, bah, comment ça s'est passé au niveau bah, des contacts avec FEV, avec la banque et cetera? oui. Alors, la banque m'a clairement fait comprendre, enfin, très rapidement, que au vu de la somme enfin, qui aurait à engager pour le rachat de la totalité de la ferme, ils n'allaient pas me financer le rachat de la ferme. En tout cas, du foncier et des bâtiments. Donc, j'avais pas le choix de trouver une alternative au financement par la banque. Et les SAFER proposent des investisseurs, elles en ont sous la main. Il y a des foncières, les banques ont des foncières maintenant, le Crédit Agricole en a une, le Crédit Mutuel en a une qui s'appelle Volnay Bocage. Enfin, en tout cas, il y a des outils. Mais c'est de la finance classique. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas forcément d'éthique particulière et qui veulent juste sécuriser leur argent parce que investir dans du foncier, c'est pas ce qui rapporte le plus. Par contre, c'est ce qui est le moins risqué, quoi. Enfin, je suis pas un expert, mais tu me Oui. contrediras, Colline. Et du coup, moi, quand on était en collectif, on avait contacté Terre de Liens et on avait bien avancé avec Terre de Liens pendant un moment. Sauf que Terre de Liens, ils sont un peu plus lents que FEV dans le sens où ils travaillent par conseil d'administration de bénévoles mensuels. Et donc, quand on a des questions et qu'on attend des réponses, on doit attendre le mois suivant. Et le foncier, c'est un milieu quand même qui est un peu c'est un milieu de requins, quoi. C'est un milieu qui est très réactif. Quand il y a des opportunités, il y a beaucoup de gens souvent qui sont là pour les saisir. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent, qui sont capables de mettre de l'argent rapidement pour saisir les opportunités. Et quand moi j'ai repris tout seul, j'ai bien compris qu'avec Terre de Liens, ça allait encore rallonger le délai. Et puis, du coup, mes cédants, ils n'étaient pas trop pour, quoi. Déjà, ils avaient patienté pendant longtemps. Là, vraiment, ça aurait été compliqué pour eux d'attendre encore plus. Et donc, j'avais déjà contacté FEV au moment où on commençait notre relation avec Terre de Liens, parce on n'a jamais rien eu de garantie avec Terre de Liens, donc on voulait être au courant des alternatives au cas où ça ne marcherait pas avec Terre de Liens. Et du coup, là, en reprenant tout seul, je me suis
je me suis du coup remis en relation avec Fev et ça a été très rapidement, du coup, ça a été très rapide. Euh, je les ai appelés fin août 2022 et puis dès septembre, j'avais envoyé mon dossier, mon plan de financement, enfin mon étude de faisabilité et puis ça a été validé très rapidement. Après, il y a eu donc Fev a comment dire à valider mon dossier, à gérer une nouvelle négociation avec les cédants. Euh, donc c'est Samuel Blanchard du coup qui était mon interlocuteur à FEF qui a géré tout ce qui était travaux à faire, budgétisation des travaux, etc. Donc j'ai été très bien accompagné par rapport à ça. Euh, Ensuite, on a travaillé avec la SAFER de la Mayenne, SAFER Pays de la Loire. Et du coup, c'est aussi Samuel et Simon qui ont pas mal géré les relations avec la SAFER. Ce qui fait que moi, ça m'a enlevé une charge quand même assez importante dans dans la reprise. Et puis, c'était très efficace. Enfin, moi, j'ai énormément apprécié l'efficacité de l'équipe de FEV parce que j'avais une question, on me répondait très rapidement. C'était toujours des réponses qui étaient pertinentes. Euh, L'équipe était disponible et puis très compétente. Voilà, donc moi, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et j'aime beaucoup. Enfin, en fait, ça me, ça me, ça me tenait à cœur d'avoir un financement qui touchait à l'économie sociale et solidaire. Et là, en fait, la mission de FEF, c'est la même que Terre de Liens, c'est d'installer des agriculteurs. Et du coup, bah, moi, ça me parlait beaucoup et voilà, j'étais content de pouvoir, d'avoir le soutien de FEV dans mon installation. Ouais, mais c'est sûr que nous, aujourd'hui, forcément, par rapport à Terre de Liens, on est moins une grosse machine parce que, bah, on a plus de réactivité et effectivement, bah, on a des porteurs de projets, comme Samuel ou Maxime, qui sont sur le terrain et qui sont vraiment avec un objectif de réactivité, comme tu dis. Et juste pour répondre à Lisa, c'est vrai que les SAFER, en fait, c'est un organisme qui régule un peu le marché des terres agricoles et qui va du coup potentiellement mettre des droits de préemption. Donc, ils vont pouvoir dire, faire un appel à projet pour une ferme, par exemple, si, s'ils veulent, plutôt des jeunes. Donc, ils ont normalement une mission d'installer des jeunes, voilà, de dynamiser un peu les territoires. On sait que souvent les anciens, ils râlent un petit peu contre les SAFER, parce qu'à l'époque, il y avait quand même, pas mal de copinage, pour l'attribution des fermes. Aujourd'hui, c'est quand même, je trouve assez différent et du coup, les SAFER sont un peu, bah, cet organisme qui permet de réguler, à la fois le prix, qu'il y ait pas de spéculation et à la fois un peu, bah, qu'il y ait pas trop d'accaparement de terres, même s'il y a, aujourd'hui des entreprises qui arrivent à s'infiltrer quand même. Et juste je réponds en même temps à Aurélien, je crois, enfin la ferme, je crois pas que ce soit nous, que c'est toi qui nous l'as proposée, c'est pas nous qui elle était pas dans Ouais, notre catalogue de ferme. ouais, c'est ça, ouais. Je suis arrivé avec un projet clé en main. Porteur de Ouais. projet, ferme, tout était prêt. Ouais, on a les 2 possibilités, soit nous on les dans nos contacts ou alors on trouve des fermes justement via la SAFER ou via, d'autres institutions et on les propose en appel à projet, donc on cherche des candidats. Soit, comme toi, il y a des gens qui identifient une ferme et qui veulent la reprendre et dans ces cas-là, ben, on ça va encore plus vite puisque, effectivement la solution de financement, c'est oui ou non Mm. et on étudie le dossier et voilà quoi. Ouais. Alors, moi, je veux rajouter quelque chose. J'ai créé mon étude de faisabilité. Enfin, je l'ai faite moi-même. Parce qu'en fait, on peut faire appel à des cabinets de comptables, de gestion classiques. Et sinon, on peut être accompagné. Il y a des associations qui permettent d'accompagner les agriculteurs ou les porteurs de projets à la gestion et à la comptabilité et à la création de projets. Et donc, pour moi, c'était l'AFOC 53. Elle fait partie du réseau des AFOC. AFOC, c'est AFOC avec, et il y a un G à la fin. Euh, et ça fait partie d'un autre réseau dont je n'ai plus le nom là. Mais en gros, si jamais vous voulez vous installer
enfin, personnellement, pour moi, c'était important de créer mon projet et de mettre la tête dans mon chiffrage. Enfin, c'est moi qui ai fait mes chiffres, c'est moi qui ai imaginé le projet de bout en bout. Parce qu'en fait, ça m'a permis de le connaître par cœur, d'être très crédible auprès des banques, auprès de FEV aussi quand je suis arrivé. Euh, et du coup, enfin, je pense que c'est important. Ça peut être un atout de le faire soi-même. Par contre, ça demande énormément de travail. Voilà. Mais c'est quand même, enfin, c'est quand même important quand on se lance dans un projet comme ça de savoir de quoi il en, de quoi il, enfin, quels sont les tenants et aboutissants. Et quand on va voir un cabinet de comptable, bah, ils nous sortent des fois. Enfin, en plus, moi, j'avais un projet qui était un peu alternatif avec des noisettes. Donc, un cabinet comptable de par chez moi, il n'était pas forcément qualifié pour des noisettes. J'ai des projets de transformation, donc faire de la vente directe et tout. Par chez moi, les cabinets comptables, ils sont principalement sur des fermes laitières en polyculture élevage, quoi. Et donc, ils ont des schémas qui reproduisent, mais qui ne sont pas forcément bien adaptés. Donc, c'est important, même si ou si on ne le fait pas soi-même, de bien comprendre ce qui est proposé par les cabinets comptables et de ne pas se faire avoir sur les tarifs aussi. Parce que là, du coup, moi, c'était l'accompagnement, il me coûte 500 euros. Enfin, il me coûte même pas, c'est à l'heure. J'ai eu quelques heures d'accompagnement par des salariés de l'association qui m'a accompagné au niveau création du projet. Et puis, l'adhésion à l'association. Ok, du coup, t'as pas été accompagné par une chambre d'agriculture, un CIVAM ou quoi, t'as pas pour la Bah, construction de ton projet d'installation, quoi. les chambres d'agriculture, elles peuvent accompagner, mais alors, enfin, moi, j'ai l'impression que les chambres d'agriculture, elles proposent des formations et elles essayent de nous convaincre d'en faire le plus possible. Hmm. Mais c'est pas forcément très adapté pour tous les projets. Et pour avoir fait le stage SPI, donc les 21 heures de stage obligatoire pour l'installation agricole, en tout cas nous, en Mayenne, enfin, en Pays de la Loire, on est obligé de faire 21 heures de stage obligatoire. Et après, les chambres peuvent proposer 10 jours complets. Et moi, j'ai fait 3 jours, ça m'a servi absolument à rien. C'était nul, Hmm. c'était vide enfin, c'était pas intéressant, quoi. Ça m'a pas aidé dans mon installation. Et il y a une chose qui est assez terrible, c'est qu'ils ont des jeunes devant eux et la première chose qu'ils disent, c'est ouais, mais nous, on n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour critiquer les projets. Mais en fait, c'est des techniciens qui sont là. Ils voient, enfin, ils ont des expériences quand même. Ils ont rencontré plein de gens qui ont réussi ou pas à s'installer. Ils ont des reculs sur les gens qui ont réussi à s'installer, sur ceux qui ont réussi ou pas. Et donc, justement, c'est à ce moment-là qu'il nous faut des critiques, quoi. Hmm. Enfin, on n'est pas dans un monde de bisounours, quoi. Les critiques, elles sont constructives souvent et vaut mieux se prendre des critiques et des fois bah, faire marche arrière et puis prendre un peu dur, mais au moins pas aller dans un mur. Parce que vu les montants qui sont engagés dans les reprises de ferme, bah, c'est important de ne pas faire n'importe quoi. Ouais, et puis après, ouais, comme tu disais tout à l'heure un peu aussi sur les financements, c'est-à-dire qu'il faut toujours peut-être aller voir plusieurs interlocuteurs parce que aussi des fois en fonction, même dans une même chambre, en fonction de l'interlocuteur qu'on peut avoir ou enfin, de la personne qui est en face, enfin, de l'appétence ou de la technicité Oui. de certaines personnes aussi, ça peut différer d'un endroit, d'un département à l'autre et même au sein même d'une chambre ou d'un ADR, Ouais. etc., je pense. Donc Bah, c'est important aussi. c'est la même chose pour les banques. D'une banque à l'autre, Oui. il y a des banquiers qui vont être portés par certains projets et puis d'autres pas du tout, alors que c'est les mêmes chiffres et et la même personne en face. Oui, c'est ça. En fait, avec un même dossier, on peut avoir 2 réactions différentes, d'une banque à l'autre, voilà et même une rapidité de réponse aussi et c'est quand même très important de solliciter dans tous les cas, plusieurs banques, même si ça fait 20 ans qu'on est dans une banque et qu'on a confiance et cetera. Des fois, ça peut permettre de négocier certaines choses ou voilà, enfin, il faut pas hésiter à aller voir, à faire plusieurs dossiers, quoi. OK. Alors, je sais pas si vous avez, d'autres questions, sinon on va continuer.
Donc toi aujourd'hui sur le financement, donc tu passé par tu as eu FEV, tu as eu la Ouais. banque et la banque elle sert à financer, justement les investissements que tu vas faire et cetera? Et ben, la banque, elle m'a servi à racheter tout le matériel de la ferme, tout le matériel en place. Et oui, ce sera pour tous les investissements qui arriveront par la suite, quoi. OK, Donc bah, là, le plus gros investissement, ce sera du coup la transformation des noisettes, toutes les machines de stabilisation, de tri et de stabilisation, les machines de transformation, aménagement de l'atelier de transformation. OK et sur la ferme, toi, au début, tu voulais faire un projet, collaboratif. Tu me parlais tout à l'heure en off, de salariat, que tu allais avoir. Donc tu vas peut-être, avoir du monde qui va venir t'aider aussi, sur Ouais. cette ferme? Alors là, pour la récolte, j'ai travaillé tout seul. Enfin, tout seul. Il y a ma compagne qui m'a beaucoup aidé, et heureusement qu'elle était là parce que ça aurait été très difficile de faire sans elle. Euh, j'ai décidé de ne pas embaucher parce que en fait, bah, en termes de trésorerie, ça passait pas forcément. Ça serait peut-être passé avec du prêt à court terme, mais bon, après, il faut rembourser des intérêts à 6%, etc. Donc, des fois, quand on peut essayer de s'en passer, on fait tout pour. Pour la taille, bon, la récolte, ça a été compliqué. Du coup, j'ai fait 2 mois à 90 heures par semaine, donc j'en suis sorti quand même bien rincé. C'était long, enfin, en termes sur les nerfs. Autant nerveusement que physiquement, c'était dur. Et du coup, après 2 mois, j'étais quand même très, très fatigué. Et donc, objectivement, je vais être obligé d'embaucher. Dans l'idéal, dans mes prévisions, j'embauche des CDI, 2 CDI à partir de la troisième année. OK. Et dès cette année, je vais embaucher au moins une personne pendant 2 mois pour la taille. Ouais. Et ensuite, il y aura aussi peut-être de l'embauche pour m'aider à installer, à faire des travaux, etc. Parce que il y aura, quand la taille sera finie, bah, il faudra installer les machines, construire aménager la grange qui va nous servir de labo de transformation, etc. OK. Et après, il faudra aussi de la main-d'œuvre pour la récolte. Euh, je suis donc j'ai envie de trouver des gens qui peuvent, pourquoi pas, par la suite être soit des salariés impliqués, qui sont OK pour prendre des responsabilités dans la ferme, soit pourquoi pas des associés. En fait, je j'abandonne pas l'idée de faire une ferme collective. C'est juste que je change de stratégie. Il y avait une ferme de libre et du coup, Oui, il y a- c'est ce qui se passe souvent, enfin le ouais, c'est collectif, il ça, est quand même assez dur à créer avant d'avoir un lieu, j'ai c'est l'impression ça. Ouais, bah et en quand fait, tu as un lieu que tu peux construire autour et que les gens viennent se greffer, c'est plus facile, quoi. ouais. Et du coup, là, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Là, on a un lieu maintenant qui est sécurisé Mmh. et on est plus serein. On verra bien en fonction des opportunités, des rencontres, ce qui sera possible de faire. Et, euh, et voilà, après, bah, quand notre collectif s'est arrêté, on avait mis tellement d'énergie dedans que je pouvais pas, enfin, moi, j'avais pas l'énergie de remettre, enfin, j'avais pas d'énergie à remettre dans la création d'un autre collectif avant de m'installer. J'étais prêt, il y avait cette ferme-là qui était disponible. Je me suis dit, bon, bah, allez, j'y vais, et puis, et voilà. Mm. OK, bah, c'est bien que tu aies persévéré du coup parce que Ouais. tu as réussi donc ça, c'est cool Et le but, et le ouais, but, c'est de diversifier la ferme aussi, de pouvoir diversifier la ferme comme j'en avais l'idée au début quand on voulait travailler en collectif. Et donc, enfin, de rapporter des ateliers, pourquoi pas d'autres fruits, du maraîchage, des céréales pour faire paysan boulanger, d'autres élevages, enfin, ce qui se présentera en fonction des rencontres, de ce que les gens voudront faire, seront capables d'apporter. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait une question sur des productions particulières, des productions atypiques sur l'énergie ou des choses comme ça. On a beaucoup de bois disponible sur la ferme parce que du coup, avec la taille des noisetiers, on sort quand même pas mal de bois du verger. Et en plus, bon, bah, on a les haies, le bois de 5 hectares dans lequel on va faire des piquets de clôture. Et forcément, il nous reste du bois qui est pas apte à faire les clôtures et qu'on peut valoriser en chauffage.
Euh, Aujourd'hui, les séchoirs que moi j'ai budgétisés, ils sont électriques et ça te consomme énormément d'énergie, ça coûte cher. Et j'aimerais pouvoir trouver des gens qui ont le savoir-faire de mettre en place un séchoir au bois déchiqueté. Mais j'ai pas encore trouvé les bons interlocuteurs. Parce qu'en fait, on a largement le volume nécessaire pour chauffer pendant 2 mois de récolte les noisettes, quoi. Ça, tu l'as déjà vu sur une ferme que tu avais visitée ou c'est quelque chose que juste il faut Non, construire de zéro ou c'est... j'ai dans notre conversation des agriculteurs de fèves, là, je sais plus si c'est. Il y en a un qui parlait d'un séchoir au bois déchiqueté. Je sais Ouais, pas si tu te rappelles. c'est la ferme de Louarban, ouais, dans la Creuse, Ouais, il me semble. ouais, d'accord. C'est eux, du coup. Et bah, du Ouais. coup, je leur avais demandé parce qu'ils ont un séchoir à maïs au bois déchiqueté, je crois. Mm. Et donc, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est le même principe, hein, sauf que la noisette, on la chauffe moins dur. Ok. Mais sinon, c'est quand même le même principe. Et du coup, je pense que faut pas partir de zéro. Il y a des gens qui savent le faire. Il faut juste trouver les bons interlocuteurs. Ok, d'accord. Et après, le séchoir en soi, c'est le même. C'est juste la chaleur qui est pas la même. En fait, le séchoir, enfin, en soi, une structure qui nous permet de mettre des noisettes dedans avec des grilles au fond qui permettent de souffler par en dessous. Enfin, ça dépend des configurations, mais ça peut être fait comme ça. Et puis après, on peut mettre une turbine qui chauffe au gaz ou une turbine qui chauffe avec des résistances électriques ou on met une chaudière à bois déchiqueté qui chauffe de l'air qui est envoyé et mélangé à de l'air froid. Enfin, le séchoir est le même, c'est juste le moyen de chauffage qui n'est pas forcément le même. Ok. Et Andrea demandait le séchoir solaire, c'est que c'est pas assez puissant justement, même s'il faut moins chauffer, tu disais. Séchoir solaire électrique ou séchoir solaire avec caisson solaire, avec chauffer de l'air avec le soleil? Bah, elle disait En qu'elle avait termes vu de passer ça, des cas, elle avait vu qu'elle avait vu passer des cas de torréfaction solaire aussi en Normandie, donc je sais ah pas oui. si je sais pas à quel point Bah, c'est je, pen- assez je chaud, pense que performant. je pense que ça va pour de la torréfaction parce que après ça dépend les volumes. Mais de la torréfaction de noisettes, on monte le four à 120 degrés si je me souviens bien. Faut pas chauffer trop dur. Et donc on peut largement monter avec un four solaire à 120 degrés, mais faut voir la taille du four solaire, quoi. Ok. Si c'est pour des petits, enfin, faut aussi être réaliste sur enfin, les volumes qu'on est capable de transformer. Pour sécher, ah oui, j'ai vu l'histoire du boulanger au four solaire. Alors lui, il Ouais. fait ça que quand il y a du soleil. Et du coup, Donc en ce moment pas trop. ouais, nous, quand on est en pleine récolte de noisettes et si les noisettes sont humides, on peut pas attendre le soleil, quoi. Il faut absolument sécher les noisettes. Enfin, voilà, c'est pas. On peut, en fait, des fois, il y a des solutions, mais il y a des problèmes techniques qui font que les solutions, elles sont pas adaptables. Et en Ouais. termes de séchoir solaire, enfin, on arrive à faire du séchoir solaire pour des plantes, pour des feuilles, ce genre de choses, mais pour les noisettes, enfin, en tout cas, de ce que j'ai compris, il faut un énorme volume d'air. Il faut une énorme circulation d'air. Il faut que l'air il soit forcé à l'intérieur. En gros, on met une énorme ventilation pour que l'air. C'est parce que les séchoirs solaires classiques qu'on peut avoir chez soi, souvent c'est du passif. On chauffe de l'air par en dessous et puis on met une ouverture au-dessus et du coup l'air chaud il circule passivement à l'intérieur du séchoir. Nous, on peut pas se permettre de faire ça. Et du coup, Je, enfin, je pense que c'est pas forcément assez puissant de sécher de l'air, parce que par exemple les séchoirs à foin, ils font des caissons solaires sous la charpente. Donc ça chauffe l'air qu'il y a sous les tôles du bâtiment. Et après, il y a un ventilateur qui pousse cet air-là. Mais pour sécher du foin, on n'a pas besoin de chauffer le foin. On a juste besoin d'envoyer de l'air sec.
Et le fait de chauffer l'air, ça permet de diminuer son humidité. Et donc, du coup, un séchoir à foin, on peut envoyer un gros volume d'air, mais on n'a pas des températures, on n'a pas forcément les températures qu'il faut pour sécher des noisettes, par exemple. OK. Ouais, donc en fait, c'est quand même pas facile de trouver une solution technique qui Ouais, s'adapte bien à la production et ouais. aux différents aspects techniques. Il y avait Aurélien qui parlait de séchage à la landaise. Ouais, C'était j'ai une vu, très je haute connais pas du chaumière tout. avec feu de bois, je pense Ouais. qu'il y a plein de techniques et qu'en fait, il faut voir ce qui s'adapte le mieux à ta production, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il faut que ce soit aussi pratique parce que les noisettes, du coup, on doit les sécher vite et on est en flux tendu. C'est-à-dire que dès qu'on a des noisettes sèches, on doit sortir les noisettes du séchoir pour en remettre d'autres. Mmh. Et ouais, pour moi, le séchoir à la landaise, c'est plutôt, ça fume pas mal, quoi. Ça donne peut-être une odeur de fumée. Donc, je sais pas si les noisettes auraient une odeur de noisette fumée après, mais c'est Oui. pas forcément le même produit aussi. Ouais. OK. Et ben, on arrive presque au bout. Ben, moi, ma dernière question, enfin, s'il y en a d'autres qui ont des questions dans le chat, ils peuvent, continuer à poser. Ma dernière question, c'était, bah, du coup, ça fait quelques mois que tu es installé. Est-ce que tu es content, de ton installation? Et est-ce que tu as déjà, bah, voilà, tiré des enseignements pour l'année prochaine, pour voir quels sont les défis à relever? Ouais, je suis très content, très très content. Avec ma compagne, on est très content d'habiter ici. On profite très bien du lieu. Enfin, on est tombé amoureux du lieu. C'est un lieu qui est vraiment magnifique et on est content d'arpenter, de faire des promenades, d'aller voir les bœufs. On a été aux champignons dans la forêt, enfin dans notre bois, et on a trouvé pas mal de champignons, donc c'est génial. Des très bons Mmh. champignons comestibles. Je suis un fan de champignons, donc Trop bien. Ben, on c'est va génial. s'inviter Ouais. pour une petite omelette alors. Ouais. Bah, faut pas tarder parce que ça va être Ah bientôt oui, la fin de la saison. Euh, Mais du coup, ouais, on est très content d'être ici. Enfin, c'est l'aboutissement d'énormément de travail, de réflexion, d'engagement. Et donc, bah, quand on a pu s'installer, enfin, quand on a récupéré la maison, quand on a signé aussi l'acte de vente chez le notaire avec Fève, c'était quand même, c'était des étapes très importantes. Quand les premiers animaux sont arrivés sur la ferme, là, le début de la première récolte, la fin de la récolte. J'étais content de faire tout ça. Euh, Après, en termes d'enseignement, pour la récolte de l'année prochaine, il faut absolument que j'embauche. Il faut absolument que je gère mieux l'enherbement parce que j'ai perdu du temps cette année par rapport à l'enherbement. Après, c'était pas l'année la plus facile parce que du coup, on a eu de l'eau tout l'été, donc l'herbe était bien verte et on a eu 100 millimètres d'eau au mois de septembre. Donc finalement, l'herbe, elle a poussé comme au printemps, cet automne-là. OK. Voilà. Après, sinon, bon, ça s'est quand même bien fait, mais il y a quand même des choses à mieux gérer pour pouvoir être plus serein, parce que enfin, quand c'est la récolte, il y a pas mal de pression. Il y a la météo aussi qui peut, enfin, qui peut faire des siennes et on peut pas récolter quand il pleut ou s'il y a eu des grosses pluies, on doit attendre que le sol se ressuie un petit peu pour pas ramasser trop de terre. Et du coup, des fois, on veut aller vite, et puis je voulais aller vite, et il y avait trop d'herbe dans les rangs, donc j'étais obligé d'aller lentement, de faire des manœuvres, etc. etc. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut que j'essaie d'améliorer pour être plus efficace. Parce qu'au moment de la récolte, il faut que ça tourne bien, quoi. Faut que faut que tout soit bien huilé, et il faut essayer qu'il n'y ait pas de problème et pas de petits retardements pour être plus serein. Parce que là, à chaque fois qu'il y avait des arrêts à cause de la météo, bah, du coup, je stressais pas mal, quoi. Je me disais, ah, est-ce que la pluie, est-ce qu'il va pleuvoir beaucoup? Dans combien de temps je vais pouvoir revenir avec la machine, etc. Ouais, bah, après, c'est sûr que la première année, de toute façon, enfin, c'est vraiment beaucoup de réglages, même si tu connaissais déjà un petit peu parce que tu avais fait la récolte et ça, Oui, tout devenir avoir travaillé quelques mois même, dessus et après devenir chef d'exploitation, c'est quand même, oui, une grande différence, quoi. oui, oui. OK, bah, très bien, je suis content que ça se passe bien et puis on espère que ça sera de mieux en mieux, hein, écoute, et que la météo, bah, de toute façon, c'est les aléas, de l'agriculture malheureusement, Oui, où il fait trop ouais. chaud, trop sec, pas assez d'eau, trop d'eau.
Ouais, on a l'impression qu'on se plaint tout le temps après. Non, 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 mais en même temps, oui, c'est toujours, il faut s'adapter, ouais, quoi. C'est faut s'adapter, voilà, c'est ça. ouais, et c'est compliqué, pas facile en ce moment. Bon, beh, Oui. super. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, toi, pour conclure. On va arriver à la fin. On va pouvoir laisser les gens Non, non, aller ça manger. va. Bon, ben voilà, il y a Aurélien, Thibaut, tout ça qui sont restés, jusqu'à la fin. Je pense qu'il y aura plus de monde qui regardera le webinaire en replay. C'était la première fois qu'on testait un format du soir, et Oui. peut-être que les gens, ils sont un peu moins disponibles que le midi. Mais merci à tous d'avoir été quand même assez, d'avoir posé des questions, et d'avoir, été à l'écoute. Donc demain, il y a le webinaire sur, pourquoi et comment s'installer en bio. Donc, si vous êtes, dans un projet d'installation, vous pouvez le faire. Et si vous avez, envie d'investir pour soutenir des projets comme celui de Simon, ben, vous pouvez, placer votre épargne, directement sur le site et faire des cartes cadeaux pour Noël. C'est super, une bonne idée. Voilà, dans l'entreprise ou avec les proches. Voilà, et ben, merci Simon d'avoir été avec nous ce soir, Eh et ben, puis, bah, merci de bon m'avoir invité. appétit et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous et bonne Merci. réflexion d'installation pour ceux qui veulent s'installer. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir.